Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Je veux vous parler d'injustice. Ces gens qui ont agressé ma fille vont avoir un bracelet électronique. Dans cette ville où Edmond Dantès a été condamné alors qu'il était innocent. Nous aimons la France, n'est-ce pas? Donc on est dans un monde merveilleux. Mais je pense que nous avons fait un peu plus pour gagner la guerre que la France. Sommes-nous d'accord? Quand Hitler a fait un discours à la Tour Eiffel, ce n'était pas vraiment l'idéal. Ça me met un peu mal à l'aise. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. We are at war. Like said Mr. Emmanuel Macron, the President of France, dont continue de parler, évidemment, Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui se passe d'abord? Évidemment, on va parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, samedi, le vote sur le droit à mourir, le droit à l'euthanasie. Intéressant, comme ça, rapide, représentation, démocratie, député. Ensuite, pourquoi la crypto-monnaie attire les criminels? On va parler avec l'économiste Philippe Herlin. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous vous rappelez, vous avez vu cela, auditeur, résistant de Sud Radio. Quelqu'un, c'était assez horrible, en train d'essayer d'enlever la femme et la fille d'un grand patron de la crypto-monnaie. Puis Tom Benoît, l'essayiste, l'entrepreneur, qui revient de Moscou. Et vous allez voir, il nous raconte ce qui se passe à Moscou. C'est pas tout à fait ce qu'on entend dans la plupart des organes, des médias, des fenestrons. Il a passé une semaine, 10 jours, et son témoignage est quand même très intéressant. Et puis, nous avons vu que Édouard Philippe, et vous allez voir, Édouard Philippe, le candidat à la présidentielle, a ressuscité, non pas ressuscité, il a suscité Edmond Dantès. Et oui, le comte de Monte Cristo existe. Édouard Philippe l'a rencontré. Et puis les élections présidentielles en Roumanie, c'était intéressant aussi. Comment ça se passe aujourd'hui, les élections? Donald Trump qui raconte n'importe quoi sur ce qui s'est passé avec Hitler à Paris. Et en seconde partie d'émission, un dossier tout à fait bouleversant. C'est une enquête, c'est Pierre Barnerias, qui est reporter, qui est cinéaste, qui avait fait déjà Hold Up et Les Revenantes, qui prépare une série de 5 épisodes sur la pédocriminalité, sur cette espèce de crime qui est encore pratiquement impuni. Eh bien, ces enfants, quand on s'en prend aux enfants de la manière la plus immonde possible. Pierre Barnerias est en train de terminer une série, il va nous en parler, et vous allez voir, restez, c'est bouleversant. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Avant le fait du jour, je voudrais parler de quelque chose qui s'est passé il y a 2 jours à l'Assemblée nationale. Vous savez que nous avions reçu jeudi, dans Berkov dans tous ses états, Philippe Juvin, le professeur Philippe Juvin, qui est à la fois député et qui est chef des urgences à l'hôpital Pompidou. Et nous avions parlé longuement de l'aide à mourir, des soins palliatifs, de l'euthanasie. C'est d'ailleurs dans leur projet de loi le mot euthanasie n'est pas prononcé. Chacun pense ce qu'il doit en penser, mais c'est quand même quelque chose d'important, ça nous concerne tous, tous évidemment, le droit à mourir, l'aide à mourir, de quoi s'agit-il? Eh bien, pour parler de cela, samedi, dans un hémicycle dégarni, l'Assemblée nationale a approuvé la création du droit à l'aide à mourir à 75 voix pour et 41 contre, en adoptant l'article 2 de la proposition de loi d'Olivier Falorni. Très bien. Mais le problème, je veux dire le scandale, il faut le dire, c'est qu'il y avait eu un premier vote la veille avec 130 députés présents sur 577. Donc 445 n'étaient pas venus. Eh bien le lendemain, pour justement le vote qui allait faire passer le projet de loi, enfin il y a encore le Sénat, mais quand même, eh bien ils n'étaient pas plus. C'est-à-dire pour quelque chose aussi vital, ça a l'air paradoxal de parler de vital pour l'aide à mourir, de si essentiel, eh bien voilà, 130 députés présents sur 577. Dites-moi messieurs, on vous paye pourquoi? Franchement, c'est une question qu'on peut se poser. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour.
Money, 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 mais est-ce que la crypto-monnaie est-elle une monnaie? Eh ben oui, apparemment, puisque les attaques à l'encontre des investisseurs en crypto-monnaie se sont multipliées ces dernières semaines. Vous voyez, mardi dernier, on avait vu sur les réseaux sociaux, il y avait même les images, tentative d'enlèvement musclé mais vaine de la fille du PDG de la plateforme Paymium. Un cas loin d'être isolé. Le 3 mai, le père d'un homme ayant fait fortune dans les crypto-monnaies avait été libéré après un assaut de 2 jours. 4 ravisseurs lui avaient tranché un doigt pour obtenir une somme très élevée. Un mode opératoire violent qui rappelle celui du kidnapping de David Ballan il y a 3 mois et demi, cofondateur et ancien employé de la start-up Ledger. Voilà. Aujourd'hui, on s'en prend. Avant, c'était les diligences, ensuite les banques. Et ben aujourd'hui, on parle des possesseurs de crypto-monnaies et on y va avec la violence la plus totale. Voilà. Les inconnus arrivent, ils trouvent l'adresse et ils veulent prendre quelques cryptos. Voilà. Philippe Herlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et spécialiste des questions monétaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent aujourd'hui qu'en allant agresser, tabasser, enlever ou prendre en otage des personnes qui s'occupent de crypto-monnaies, ils vont les avoir, ils pensent que c'est un coffre-fort. Expliquez-nous. Oui, ils pensent le faire. Alors, dans les années 70, on se rappelle de l'enlèvement du baron Empin, mais à l'époque, on demandait des valises de billets. Et les valises de billets, c'est beaucoup plus difficile à faire disparaître. Là, ils demandent du bitcoin, une rançon en bitcoin. Ils pensent que une fois que le virement sera fait, eh ben ils pourront en profiter et vivre sur les plages et voilà et dans les gros hôtels. Oui, comme si c'était des valises à billets. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Et dans tous les cas que vous avez cités, dans d'autres d'enlèvement, demande de rançon, aucun des ravisseurs n'a pu profiter de ces bitcoins. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est certainement une erreur que font les ravisseurs, mais le bitcoin, c'est pas anonyme. C'est pas non plus complètement tracé, mais c'est ce qu'on appelle les pseudonymes, c'est-à-dire que... Alors expliquez-nous comment ça fonctionne. Ça fonctionne, toutes les transactions sont fixées, sont enregistrées sur la blockchain et on ne peut pas les effacer. Donc on laisse des traces ad vitam aeternam. Maintenant, il n'y a pas votre nom sur la blockchain, il y a un numéro de compte. Oui. Mais ceci dit, avec des recherches, on peut assez facilement savoir qui se trouve derrière tel numéro de compte. Qui est propriétaire de tel ou tel compte. Voilà. Et lors de l'affaire de David Ballan avec Éric Larchevêque en janvier, Éric Larchevêque a envoyé une partie de la rançon, mais immédiatement, on voyait sur quel numéro de compte. Et ensuite, les ravisseurs essayaient de mettre ça sur une plateforme ou autre chose. Et à chaque fois, ils se faisaient bloquer parce que l'adresse était en rouge, quoi. Il y avait des clignotants en rouge. Toutes les plateformes dans le monde savaient que cette adresse-là, c'était des ravisseurs. Donc, il fallait pas y toucher. Il fallait pas accepter l'argent. Et ils ont fait plein de tentatives pour essayer de récupérer cet argent sous d'autres formes, de l'échanger sous d'autres cryptos, de les déposer sur des plateformes d'échange. Et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché parce qu'à chaque fois, c'était bloqué parce que les autorités françaises et la police française avaient prévenu tout le monde et pour les bloquer. Et donc, aucun n'a pu en profiter. Et je crois que les ravisseurs n'ont pas compris que le bitcoin c'est pas anonyme. Voilà. Alors j'espère qu'ils vont le comprendre avec le temps et que donc ce genre d'enlèvement avec demande de rançon va diminuer et s'éteindre parce que concrètement on peut pas en profiter. En fait, on ne peut en aucun cas en profiter. C'est-à-dire que tous les faits que nous avons cités, enfin les faits violents et puis d'autres, vous voulez dire les ravisseurs ou les preneurs d'otages ou les agresseurs n'ont rien obtenu. Non, ils n'ont rien obtenu. Et quand on regarde les hacks qui sont faits par des geeks, là pour le coup des spécialistes informatiques, il y en a assez régulièrement en fait, mais très peu en profitent. Le seul qui arrive à en profiter, c'est le groupe Lazarus, qui sont des hackers de Corée du Nord. Et donc là, évidemment, une fois la Corée du Nord, elle donne pas accès à la justice. Et là, c'est bloqué. Donc là, il y a de l'argent qui a disparu, des hackers de Corée du Nord. De Corée du Nord, il y a des groupes très compétents et c'est un moyen de ressources pour le pays. Voilà, donc, et là, évidemment, la Corée du Nord, les frontières sont fermées, on peut pas y aller. Mais pour les autres hackers, il y en a très peu qui arrivent à l'utiliser. Ou alors, ils laissent ça sur des comptes, mais ils savent que s'ils y touchent, ça va déclencher des voyants, et à ce moment-là, ils seront bloqués. Donc, beaucoup d'argent est en fait bloqué. Il n'est pas forcément récupéré, mais il est bloqué sur des comptes. Et donc, en fait, très peu en profitent. Et pour des ravisseurs qui, en plus, sont plutôt des pieds nickelés et n'y connaissaient rien en informatique et en crypto, alors là pour le coup, c'est sûr que c'est perdant. Oui, comme ceux qui vont au domicile du PDG d'une boîte de crypto, enfin ils disent je vais prendre le coffre, quoi. Enfin, parce qu'en fait les gens prennent des dispositions. C'est ce que j'ai expliqué dans mon livre sur Bitcoin, comprendre et investir. Voilà, c'est qu'il y a
il y a des précautions à prendre. Si vous avez une somme importante, bah, vous le laissez pas sur la plateforme, vous le mettez ça sur une clé Ledger. Déjà, ça vous protège de la faillite de la plateforme. Bon. Et puis ces clés Ledger, bah, moi, je conseille de pas la garder chez soi. Parce que vous êtes sensible en cas de homejacking. S'il y a homejacking, et si les ravisseurs savent que vous avez une clé Ledger, bah, ils vont vous faire cracher le morceau, évidemment. Donc ces clés, il faut la mettre dans un coffre de banque ou un coffre en dehors de la banque. Oui, voilà. pas chez soi. Et pas chez soi. De la même façon que si on achète des lingots d'or, bon, si c'est quelques Napoléons, on peut les garder chez soi, mais si c'est des lingots d'or, si c'est une somme importante, il faut pas garder chez soi. Il faut mettre ça dans un coffre. Voilà. Mais est-ce que les gens ont compris, justement, je voudrais, Philippe Erlin, vous avez écrit le livre là-dessus, effectivement, est-ce que les gens ont compris, enfin, il y a tous ceux qui sont déjà sur les blockchains et achètent évidemment des bitcoins et autres, est-ce qu'ils ont compris, parce que l'impression que j'ai souvent quand j'en parle, ils pensent que c'est pas de la, enfin, que c'est quelque chose de virtuel. C'est pas virtuel du tout, il faut le rappeler. C'est pas virtuel et c'est exposé à des dangers. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens qui achètent des cryptos les laissent sur la plateforme sur laquelle ils les ont achetés. Et en faisant ça, ils prennent un risque. C'est comme l'argent qu'on laisse à la banque. Bah, si la banque fait faillite, on le trouve plus. Et si la plateforme d'échange fait faillite, comme ça a été le cas pour FTX en novembre 2022, hein, c'était une grosse plateforme. Bah, elle a disparu. Ceux qui avaient leur bitcoin dessus, ils les ont perdus. Vous conseillez quoi à ceux qui achètent des bitcoins? Alors, quand on a une somme importante, on met ça sur une clé Ledger. Alors, justement, Ledger, fondé par Eric Larchevêque, voilà, mais qui est le leader mondial. Alors, il y a d'autres solutions qui existent, comme Trésor ou d'autres, mais le leader mondial, c'est le français Ledger, et qui est très, très solide, très sérieux. On met ça, donc on devient propriétaire en direct des bitcoins. Des bitcoins, voilà. Et donc, si la plateforme sur laquelle on les a achetés fait faillite ou subit un hack, eh bien, nous, on les a. Voilà. Et donc ça, c'est une première sécurité. Et la deuxième, bah, c'est de pas la garder chez soi, en fait, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on peut le savoir. Et il y a un problème. Et alors, ça risque aussi ce genre de délinquance risque d'augmenter aussi pour les gens qui ont des ledgers ou des comptes, parce que la réglementation est très contraignante en Europe. Elle oblige, et avec le temps, ça va augmenter à partir de l'année prochaine, elle oblige les plateformes à noter toutes les informations de leurs clients et tous leurs mouvements. Ah ouais, Alors, pour lutter, soi-disant, contre le blanchiment, tout ça, alors qu'en fait, on sait justement que il y a quasiment pas, il y a très très peu d'argent sale qui circule sur Bitcoin, justement parce que c'est traçable. Bon. Mais ceci dit, comme le Bitcoin, il y a une mauvaise image, le législateur se défoule sur les adeptes de crypto et ils vont devoir enregistrer donc les coordonnées et les mouvements. Le problème, c'est que ces plateformes d'échange, elles subissent des hacks. Voilà. Encore dernièrement, Coinbase, le numéro 1 américain quand même, hein, une grosse boîte, ils ont perdu des données de clients. Et le problème, c'est que quand ces données vont circuler sur le dark web, bah, ça va donner plein d'idées aux ravisseurs. Ils vont voir que telle personne qui habite à tel endroit, tel téléphone, tel mail, etc., il a tant de crypto. Ils auront son portefeuille. Sa fortune ou son portefeuille. Et s'ils voient qu'il y a un virement chez un compte, ils vont se dire il y a peut-être une clé Ledger chez lui ou un portefeuille sur son ordinateur, donc on va débarquer chez lui. Voilà. Et donc ça risque, à force de trop réglementer, on risque de donner plus d'informations aux ravisseurs. Et ça, c'est un vrai danger aujourd'hui. Mais Philippe Erlin, dites-moi, quand vous dites en fait les ravisseurs ne touchent rien, mais c'est bloqué. Mais donc si moi j'ai des bitcoins et qu'on a essayé donc je vais pas les toucher non plus. Ça va être bloqué. Non, c'est-à-dire, si vous êtes le propriétaire, ces bitcoins vous seront rendus. C'est-à-dire, Eric Larchevêque a récupéré les bitcoins qui ont été envoyés sur une adresse qui ensuite a été bloquée. D'accord. Voilà. Mais vous êtes propriétaire légal, donc vous les récupérez. Ils sont pas bloqués quelque part dans une plateforme quelconque. D'accord. Mais donc, si vous voulez, et si on avait... je voudrais que, justement, Philippe Erlin, vous connaissez bien cela. Qu'est-ce qu'au fond, si on avait à comparer l'univers de la Bitcoin, l'univers de la crypto-monnaie, disons, avec je dirais les siècles, voire les millénaires de monnaies telles qu'on les a connues, jusqu'au billet, jusqu'au crédit, etc. Quelle est la différence fondamentale? Quelle est vraiment, est-ce qu'on est dans un saut qualitatif, là, ou pas? Oui, parce que c'est une monnaie qui ne dépend pas de l'État. C'est ce qui représente sa sécurité, c'est pour ça aussi qu'elle a de la valeur, hein. On ne dépend pas de l'État et on ne dépend pas d'une banque centrale qui prend des décisions sans référer aux gens. Et puis le Bitcoin, il n'y a pas de mouvement politique sur le Bitcoin. Voilà, ça appartient pas à une société, c'est pas contrôlé par un État, et c'est un algorithme qui fait fonctionner. Et puis on sait qu'il n'y en aura pas plus de 21 millions. C'est pour ça qu'on parle d'or numérique, c'est une ressource rare. Alors que les grands États, soit les États-Unis ou l'Europe, ont fait de la planche à billets quand il faut financer les déficits pendant le Covid ou la crise de 2008, des subprimes. Bon. Voilà, donc, là, on peut pas faire une planche à Bitcoin. Là, on peut pas faire planche à billets sur le Bitcoin. Voilà, c'est pour ça que de plus en plus de gens se mettent à en acheter. C'est pour ça que ça vaut $100 000 aujourd'hui et puis que ça va continuer de monter parce que c'est
une vraie planche de salut dans l'univers de création monétaire et de planche à billets dans lequel on vit, quoi. Voilà. Et où effectivement les fantasmes, soit politiques, soit industriels, soit autres, de tel ou tel, peuvent faire basculer le marché comme on veut. Comme on se retrouve avec des banques où ils vous disent, c'est vrai, c'est le fantasme, vous aurez droit d'enlever 1 000 € par mois ou 2 000 € par mois. Et puis c'est tout. Mais c'est vrai que c'est très volatile, voilà. Mais il y a quand même une sécurité, voilà. Alors, ce qui peut aussi expliquer que les ravisseurs se jettent sur ces gens-là, c'est aussi tous les discours anti-crypto qui disent que tous les gens qui ont des cryptos gagnent des fortunes immenses et que c'est de l'argent sale et que c'est anonyme, parce que ceux qui n'aiment pas le Bitcoin disent c'est anonyme. Et je crois que ce discours-là, il incite aussi les ravisseurs à se dire, voilà un nouveau marché, quoi, parce qu'ils considèrent ça comme un marché, en fait. C'est clair. C'est d'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé. C'est un marché, quand même. Voilà, mais ce qui m'a frappé dans l'affaire David Ballan, l'archevêque, c'est qu'en fait, celui qui a organisé la prise d'otage était en prison quand il l'a fait. Et il a recruté les gens sur des boucles Telegram, WhatsApp. Comme quoi. Donc c'est devenu un business et voilà, c'est un créneau qui s'ouvre. Donc, je dis à ceux qui ont des cryptos, prenez les dispositions minimales. Et maintenant, j'espère, si les ravisseurs nous entendent, essayez pas, ça paye pas. Donc voilà, vous pourrez pas en profiter. Donc écoutez, ça c'est une bonne leçon à prendre. Merci beaucoup Philippe Herlin, et on continuera d'en parler avec vous. André, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un jeu et que c'est bientôt la fête des mères. Vous vous souvenez de ça? Écoutez, bien sûr. Et à l'occasion de la fête des mères, cette semaine et toute la journée dans chaque émission sur Sud Radio, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque leventalafrançaise.com. Alors le principe est assez sympathique. En fait, vous pouvez personnaliser vous-même votre propre bracelet. Vous pouvez choisir la lettre, la finition et la couleur du cordon pour créer un bijou unique. C'est un très joli cadeau, finition dorée, intégralement fabriqué en France, confectionné à la main, cordon garanti à vie, résistant à l'eau, unisexe, sans allergènes. Ça compte. Alors vous appelez le 0826 300 300, tentez votre chance et l'un de vous sera tiré au sort par André. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, un ministre des Finances visionnaire, vraiment, vous savez, ces gens que le monde entier nous envie, qui s'appelait Bruno Le Maire, a dit « Nous allons mettre à genoux l'économie russe ». Eh bien, Tom Benoît revient de Moscou et on va lui poser la question, est-ce que l'économie russe est à genoux? Est-ce que vraiment la blitzkrieg de Bruno Le Maire a-t-elle réussi? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Eh oui, Kakaline Kamaya. Tom Benoît, bonjour. Bonjour André. Tom Benoît, vous êtes essayiste, vous êtes entrepreneur et vous êtes directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Et vous revenez de Moscou, vous avez passé une dizaine de jours en avril. Alors, dites-moi tout, l'impression comme ça, à écouter d'ailleurs, pas seulement évidemment Bruno Le Maire, mais Jean-Noël Barrot et beaucoup d'autres. La 17e vague, sinon la 38e vague de sanctions est arrivée. Est-ce que Moscou est en ruine? Est-ce que vous avez vu des fils de moscovites en train de faire la queue comme au beau temps de l'Union soviétique ou pas? Certainement pas. Le seul héritage de l'Union soviétique aujourd'hui à Moscou, c'est que 92% des moscovites sont propriétaires de leur logement. Bon, 92%. 92% sont propriétaires. Ils avaient récupéré donc des appartements à l'époque et ils sont restés propriétaires. Et puis il y en a d'autres qui accèdent à la propriété aujourd'hui. Non, Moscou, André, c'est une ville qui est profondément fascinante. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une ville qui réunit l'identité très forte, le libéralisme aujourd'hui. C'est un pays qui a 30 ans, la Russie. C'est un pays qui est très libéral. Plus libéral que l'Europe d'aujourd'hui et aussi libéral que les États-Unis. Faites des rendez-vous avec des businessmen dans les lobbies des hôtels qui se serrent la main, comme on disait dans les années 80. Qui s'échangent leurs cartes de visite. Qui s'échangent les cartes. Et puis vous avez un entrepreneur qui a une voiture un peu plus belle que l'autre, une autre voiture avec chauffeur. C'est
des success stories à l'américaine, j'en vois aujourd'hui au Moyen-Orient, j'en vois à Moscou, j'en vois plus en Europe. Et c'est pas l'image qu'on nous décrit. Et c'est pour cette raison-là, entre autres, que j'ai décidé, en étant totalement libre, de produire le reportage dont vous avez dû voir, certainement, pour montrer ce qu'était réellement l'économie russe, c'est-à-dire une économie à multiples facettes, industrie, 4e exportateur de métal au monde, d'acier, gros exportateur de palladium également, gros producteur de gaz, tout le monde le sait, qui ne subit pas des sanctions, parce que la vérité c'est qu'on se joue de nous, pour tout vous dire. Hein. Les sanctions... Les sanctions ne font rien quand même, parce qu'il y a des sanctions... Bien sûr qu'elles ont un impact, évidemment, mais les Russes ne les voient pas comme des sanctions qui pourront être levées, c'est ce qu'il faut quand même rappeler, parce que les Russes ne feront plus confiance aux Européens politiques. Ils font confiance aux entrepreneurs européens, et je peux vous dire que quand on est accueilli en Russie, à Moscou aujourd'hui, j'avais une forme d'appréhension. Aujourd'hui, pour ce séjour, en étant français, on est très bien accueillis. Il n'y a aucune rancœur. Pourquoi ? Parce que le russe fait la distinction entre le politique, qui a pris de mauvaises décisions et qui ne représente pas l'italien. Il y a une relation passionnelle entre les moscovites et les italiens. Ils sont romantiques tous les deux d'ailleurs. Il y a un peu la même mentalité. Et entre les Français et les Allemands également, il y a eu des relations de business depuis longtemps. On est toujours très bien accueillis là-bas. Et les Russes savent par ailleurs que les sanctions qui ont été mises en place, ces sanctions, en tout cas ces contraintes, ne pourront pas être levées. Parce que si elle devait l'être, elle pourrait être, sur un coup de tête, comme cela ressemble à l'Union européenne et à ceux qui la dirigent aujourd'hui, réinstaurée. Donc ils n'ont plus confiance politiquement dans les Européens. Absolument, ils n'ont plus confiance. Mais ce qu'il faut préciser par contre, c'est que c'est l'Union européenne qui est obligée aujourd'hui de se coucher, littéralement, parce que lorsqu'elle a besoin de gaz, et au-delà du fait qu'elle en importe en passant par l'Inde, par des biais détournés, on importe encore énormément de GNL, de gaz naturel liquéfié, depuis la Russie. Et à ce moment-là... Toujours en ce moment même. Et pour le payer, comment est-ce qu'il faut faire, André ? Il faut faire des dérogations. Il faut signer des papiers. C'est la commission de Bruxelles directement, après avoir paradé sur les plateaux de télévision. Il faut quand même que les gens s'en aperçoivent. Et en mettant notre économie à genoux, notre industrie à genoux, qui signe des dérogations pour que Gazprombank puisse avoir accès à SWIFT. Ça veut dire qu'il y a des banques russes aujourd'hui, c'était Sberbank jusqu'à présent encore, maintenant Gazprombank qui bénéficie de ce privilège, qui est la grosse banque russe évidemment, bien sûr. Et qui a accès à SWIFT, parce que il faut bien que nous importions du gaz naturel liquéfié en provenance de Russie. Donc, alors, d'un côté on dit embargo, et puis les Russes sont l'ennemi, il ne faut pas pactiser avec le diable, mais parce qu'on en a besoin malgré tout, on sait qu'on est obligé de collaborer avec la Russie. De l'autre côté, il faut rappeler quand même, et je le dis très clairement dans le reportage, vous prenez le marché de l'automobile par exemple. Pourquoi je parle de l'automobile ? Parce que les Russes aiment passionnément la voiture. Il y a le côté aussi dans la société patriarcale à la russe, mais dans le sens favorable du terme, pas anti-féministe, parce que les femmes sont libres en Russie et elles ont le gros avantage d'être belles également, si je puis dire, et soignées. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable, mais ça c'est une digression. Mais donc sur cette idée sur la voiture qui est quand même très importante dans une société comme la société russe, le marché de l'automobile chinois représentait 11% des véhicules vendus en Russie en 2021. Il représente 63% aujourd'hui. Automobile made in China. Made in China, Chery, Zeekr, BYD. Et ça veut dire que toutes les parts de marché que nous avons perdues, le drame, le corollaire, ça n'est pas un drame pour les Russes, c'est un drame pour l'Union européenne, pour Renault compagnie, qui a perdu des milliards. Mais les Russes importent aujourd'hui des véhicules chinois, et s'ils veulent des véhicules européens, ils aimaient bien les BMW, ils continuent à les importer par Dubaï par exemple, quand c'est de très gros véhicules, un G63, ça arrive par avion depuis Dubaï. Voilà, donc je veux dire, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Donc vous voulez dire que les sanctions, c'est un peu des lignes Maginot, quoi. Ils les contournent. Évidemment. Alors après, évidemment, qu'ils sont ennuyés par ailleurs. Il y a des choses comme par exemple sur le paiement, c'est ce qui a posé le plus de problèmes. Par exemple, la carte. Il y a Visa et Mastercard qui étaient présents en Russie comme partout. Bien sûr. Ils ont mis en place leur système qui s'appelle Mir, donc qui est le même système et qui c'est comme Visa. Enfin, comme Visa. Tous les Russes ont une carte Mir. Je crois qu'il y a 300 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde qui ont une carte Mir. Il y en a un peu en Chine, il y en a un peu en Turquie aussi, et tout le monde en Russie paye avec une carte Mir. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que ces sanctions, si vous voulez, André, ont d'une certaine façon renforcé l'identité des Russes. Ça veut dire que vous n'avez plus d'Amazon en Russie. Vous avez Ozon, par exemple, qui est une société russe. Et vous avez beaucoup de
Vous avez Yandex, qui est le géant russe, qui est le Google russe, entre guillemets. Ouais. Alors, il y a un segment qui s'appelle Yandex Go, qui s'utilise comme Uber, qui est l'application, et tout ceci est russe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté les Américains, parce que la réalité, la fin de l'histoire, c'était le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, les États-Unis. À l'époque, oui. Vous avez des pays très nationalistes qui ont compris qu'il fallait quand même être un peu viril politiquement. Voilà, fabriquons chez nous, produisons chez nous, etc. Et assumons d'exister, d'essayer d'avoir une forme d'hégémonie, ça c'est les États-Unis. Et de l'autre côté, vous avez le même état d'esprit en Russie, en Chine, et qui se retrouve dans une forme de moyenne assez mortifère, c'est l'Union européenne aujourd'hui. Mais le trou noir, certes. Je veux dire, là où j'ai voulu montrer cette réalité de la Russie, c'est parce que moi, je suis profondément souverainiste et nationaliste, et j'ai pas peur de le dire, j'aime mon pays, j'aime la France, et je ne veux pas que les Français se fassent de fausses idées sur des gens qui ne représentent absolument pas le diable et qui ont une économie qui n'est pas du tout 3 pieds sous terre. Alors justement, je voulais demander, Tom Benoît, la vie quotidienne, comment c'est à Moscou? Qu'est-ce que vous avez eu? Les magasins, les rues, tout ça? Alors écoutez, pour vous dire très clairement, la vie quotidienne à Moscou, elle est très fastueuse, pour être très sincère, sans faire la marieuse plus belle qu'elle ne l'est. De la pauvreté, par ailleurs, il y en a de partout. Il y en a dans tous les pays. Parce que chaque fois que je parle, il y a des SDF, il y a beaucoup de SDF, etc. Pas beaucoup, parce que, comme je le disais, vous avez beaucoup de propriétaires. La plupart des gens sont logés. Vous ne voyez pas de SDF dans les rues. Vous ne voyez pas de délinquance, en tout cas. Pas de délinquance. Pas du tout. Personne ne boit au volant, par exemple. Il n'y a plus d'alcool au volant. La consommation, la tolérance est à 0 sur l'alcool au volant à Moscou. Disons, les grands buveurs de vodka. Ils font des déjeuners à la romantique à la Russe. Ils restent 6 heures à table à pleurer, à rire, mais ils cuvent leur vodka avant de prendre. Et les magasins achalandés, franchement. Oui, achalandés. Vous voyez alors ça, c'est très drôle. Au Goum, par exemple, à côté de la Place Rouge, des boutiques de certaines marques françaises qui sont parties. Il y en a d'autres qui sont restés, des marques italiennes plus d'ailleurs qui sont présentes. Vous voyez des écriteaux avec inscrit à cause de certaines contraintes techniques, nous sommes dans l'obligation de fermer la boutique pendant quelques semaines. Mais ce qui est particulier à ce niveau-là, c'est que finalement, quand on arrive à Moscou, comme moi, avec des euros dans la poche en tant que Français, on se dit qu'on va avoir un pouvoir d'achat plus fort. Et en réalité, c'est pas le cas. Enfin, c'est le cas sur certains produits. Les taxis ne coûtent rien, par exemple. Mais si vous voulez du luxe, vous allez le payer beaucoup plus cher qu'en France. D'accord. Voilà. Si vous avez des euros, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous les achetez à Paris. Parce que ce que les gens ne comprennent pas vraiment aujourd'hui au premier abord, c'est que, quand je dis les gens, je jette la pierre à personne, je veux dire, mais c'est aussi une erreur médiatique de ne pas faire d'éducation là-dessus, c'est que la parité de pouvoir d'achat aujourd'hui fait que les économies sont très mondialisées et les prix s'alignent partout dans le monde entre pays développés, sous-développés, parce qu'il y a Internet, il y a des grands groupes. Mais entre le rouble, par exemple, aujourd'hui et l'euro, vous avez 0,87 de différence à peu près, donc le rouble vaut 87 fois moins, mais au final, vous vous retrouvez avec des liasses de billets, mais vous allez payer le même prix. Voilà. Vous ne gagnez pas. Il y a beaucoup de cash encore, ou ils sont uniquement numériques maintenant aujourd'hui, les Russes? Il y a du cash, mais c'est pas plus qu'ailleurs, sincèrement. Il y a du cash, mais ça paye par carte MIR dans les restaurants ou dans les hôtels. D'accord. Oui, et la MIR, voilà, le MIR est partout, quoi. C'est la carte bleue qui est devenue, voilà, la carte de référence, ouais. Et pour ce que vous avez pu en juger, le moral est plutôt bon, et plutôt, sans faire généralisation, c'est pas... On pense pas à la guerre à Moscou. On pense pas à la guerre, et ce qui est très particulier, c'est que j'ai parlé je pense à un restaurateur français d'ailleurs, qui tient un restaurant formidable qui s'appelle Grand Cru à Moscou, David Emerlet, qui a perdu son beau-frère, je crois, le mari de sa femme, donc au front, en Ukraine. Et donc nous déjeunions lorsqu'il me narrait cette histoire dramatique. Et ce qui est tout à fait singulier, c'est qu'il me dit c'est son choix, c'était son choix. Il est parti de lui-même, il n'a pas été appelé. Il est allé volontaire pour aller se battre. Il était volontaire, il est allé se battre, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment concevoir dans notre état d'esprit. Je dis bien actuel de Français, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de Français de la France d'Emmanuel Macron qui iraient se battre volontairement. Les sondages ne montrent pas cette tendance, c'est le moins que l'on puisse dire. Je lis pas les sondages. À temps en temps, il faut voir, c'est toujours intéressant. Zoologiquement, non, je suis méchant. Mais Tom Benoît, vous revenez de là en disant, en fait, parce que vous étiez aussi à Dubaï, vous m'avez dit hors antenne. Je suis arrivé ce matin à 6h. Alors voici. Ah ben voilà, bravo. Mais Dubaï, je ne dirais pas ça, mais
quelque part, Dubaï-Moscou, même combat? Ouais, mais vous voyez énormément de Russes à Dubaï d'ailleurs. J'étais avec des Russes d'ailleurs hier soir à Dubaï encore. Et il y a un axe aujourd'hui entre ce Moyen-Orient business en quelque sorte. Alors, je l'explique d'ailleurs dans le reportage. Vous avez une forme de plaque tournante aujourd'hui pour justement les sociétés qui travaillent dans les matières premières, par exemple, pour les importations, les exportations, avec tous les pays voisins, premièrement, Ouzbékistan, Kazakhstan, Turkménistan. Et puis pour le business, un peu plus que pour ce qui est purement matériel, on va dire. Après, vous avez Dubaï, vous avez ce Moyen-Orient. Et pour les gros paiements, vous avez Oman aussi, qui contribue beaucoup. C'est le Singapour du Moyen-Orient, enfin, c'est un peu ça. C'est le Singapour du Moyen-Orient, c'est assez exact. Oman, c'est un petit peu le Singapour du Moyen-Orient. Alors, Singapour, c'est encore différent parce qu'ils ont une grosse économie très solide aussi sur l'électronique. Oman, c'est vraiment sur la finance et le gros privilège d'Oman, si je puis dire, c'est qu'ils n'ont pas peur des États-Unis. Ils sont en dehors du système, ils sont in et out. Et Oman est très différent. Juste un mot, une dernière question, mais on va en reparler avec vous, Tom Benoît. C'est toujours intéressant de faire un peu la part des choses. Qu'est-ce qu'ils pensent ils se sentent appelés à des lendemains, je dirais, qui chantent ou en tout cas qui sourient avec l'Amérique de Trump, avec l'Amérique trumpiste? Oui, tout le monde en Russie a les yeux rivés sur les États-Unis aujourd'hui, mais c'est je crois que c'était Churchill qui parlait du mystère de l'économie russe, c'est que quand on arrive à Moscou, réellement, on pense qu'on va comprendre, et puis quand on quitte Moscou, on se rend compte qu'on pourra jamais comprendre, parce qu'en réalité, c'est une histoire interminable. Moscou, c'est un circuit fermé, si vous voulez, qui est parfois exploité par les autres parce qu'on va y intégrer une vanne, un gazoduc, ou parce qu'on va ouvrir une vanne, notre gazoduc, mais ils n'ont besoin de personne, c'est la vérité. C'est la grande particularité de Moscou, c'est que il y a l'identité quand même très nationaliste. C'est vraiment et on résiste à tout et on tient à tout. Mais c'est un petit peu comme si vous étiez châtelain et que vous saviez que vous pouviez rentrer chez vous et que vous alliez être souverain, autonome, par des temps troublés. C'est un pays qui est immense. Autarcie comme une vertu. Absolument. J'ai rencontré un directeur de clinique. Ça c'est intéressant. Par exemple, quand je suis arrivé dans sa clinique à Moscou, clinique très classe d'ailleurs, je lui pose des questions sur l'approvisionnement, sous-entendu, qu'est-ce qui vous manque, et il comprenait pas. Il était à deux doigts de me dire, mais pourquoi est-ce que vous me demandez ce qui me manque? Il me manque rien. Il me manque un peu de silicone à la rigueur. Par exemple, il manquait des vaccins pour chats. Ils aiment beaucoup les chats à Moscou, mais c'est lilliputien. Voilà, il n'y a pas de détails. Tout est fabriqué en Russie. C'est un pays je renvoie aux éditeurs sur votre plateforme. Il est sur YouTube, absolument. Vous tapez Tom Benoît ou Moscou 2025, la démesure du business, ça s'appelle. On en a 260 000 vues et donc intégralité gratuite évidemment. En libre accès pour tout le monde. Merci Tom Benoît. Eh bien écoutez, on vous retrouvera bientôt pour parler de Moscou, de Dubaï ou d'ailleurs. Avec plaisir, à très bientôt, André. Et André, on a une gagnante. Le tirage au sort a eu lieu, je vous laisse l'annoncer. Formidable. Mais c'est honneur. Eh bien, la gagnante, c'est Béatrice, qui n'aura pas besoin de faire son marché à Brive-la-Gaillarde, comme disait Brassens, parce qu'elle va avoir le cadeau du siècle. Je suis contente que vous l'ayez fait, c'est 1000 fois mieux que moi. Et pour les déçus, vous pouvez toujours participer toute la semaine. Et donc là, toute la journée, dans chaque émission, vous appelez le 0826 300 300 pour remporter ce bracelet personnalisé de la collection Lettres de levantalafrançaise.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Édouard Philippe, le maire du Havre, candidat, comme on sait, aux prochaines élections présidentielles. Il a fait son coming out. Il a tenu un discours devant ses militants Horizon ce week-end à Marseille. Et il nous a appris quelque chose de formidable. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Je suis le comte de Monte Cristo. Oui, le comte de Monte Cristo, vous avez vu? Merveilleux film, avec Pierre Ninet. Merveilleux film. Et Dieu sait s'il y a eu des adaptations du célèbre, du cultissime roman d'Alexandre Dumas. Eh bien, Édouard Philippe nous a appris quelque chose. Oui, il nous a enseigné quelque chose. Edmond Dantès existe. Écoutez
Il était à Marseille ce week-end. Dans cette ville où Edmond Dantès a été condamné alors qu'il était innocent, je veux vous parler d'injustice. De l'injustice vécue par celle qui travaille dur et qui voit parfois son patron gagner 100 fois plus qu'elle. Comment prétendre, comme nous le faisons souvent, que le travail est une valeur lorsque les rémunérations paraissent totalement déconnectées de la réalité? Eh oui, l'injustice, le travail. Mais alors écoutez, la révélation. Edmond Dantès, victime de la justice à Marseille. Attendez, on croyait qu'Edmond Dantès était un personnage de fiction, inventé par Victor Hugo, justement, pour son le conte de Monte Cristo. Edmond Dantès n'a jamais existé. Ah ben non, écoutez, d'après Édouard Philippe, ou alors c'est une espèce de coquetterie qu'il a eue, il existe. Eh bien, Edmond Dantès existe, Édouard Philippe l'a rencontré, ou en tout cas a retrouvé sa trace. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une très bonne chose, et merci Édouard Philippe, je crois que nous allons vous suivre. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, l'hymne national roumain. Alors là, très intéressant ce qui s'est passé quand même hier, second tour des élections roumaines. Au premier tour, Simion, le candidat plutôt anti-européen, plutôt nationaliste, avait obtenu au premier tour 41% et le maire de Bucarest, Dan, avait obtenu 21%. Et voilà-t-il pas qu'au second tour, Simion obtient 46% et Dan est passé de 21 à 54%. Alors, ingérence, de quoi s'agit-il? Égalité, on ne sait pas, on va pas prendre parti, on va pas dire que c'est élection truquée ou pas. Simplement, il y a eu deux choses qui se sont passées quand même. Il y a eu d'abord que le fondateur de la messagerie Telegram, Pavel Durov, a accusation très grave, il faut la prouver quand même, que la France aurait tenté par la voix de Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, prétend, Pavel Durov lui aurait demandé de bannir sur Telegram les voix conservatrices en roumaine avant les élections. Alors, il a refusé, dit-il, Pavel Durov. France Diplomatie dit que c'est absolument faux. Quand même, c'est une accusation très grave à prouver, ou alors Pavel Durov ment et il devrait être condamné, ou alors il y a eu quelque chose. Et je vais vous dire, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Nous avions, vous savez, nous vous avions fait entendre la semaine dernière, entre les deux tours, Valérie Hayer, députée européenne, qui disait ça. Et nos partenaires pro-européens sur le terrain vont tout faire pour s'assurer que le prochain président roumain soit pro-européen, mener une campagne active, faire prendre conscience aux Roumains, qu'ils soient en Roumanie ou la diaspora roumaine, qu'il y a un enjeu démocratique et de projet important pour l'avenir du pays et pour l'avenir de l'Europe, soit un projet pro-européen respectueux des valeurs et de l'état de droit, soit un projet qui va venir saper l'état de droit comme Viktor Orban le fait en Hongrie, et pro-russe avec un soutien assumé à Vladimir Poutine. Voilà ce que disait Valérie Hayer. Eh ben, écoutez, elle doit être heureuse aujourd'hui. Alors voilà, c'est réussi. Mais elle a dit ceci, nous allons tout faire pour que les Roumains, la diaspora roumaine, comprennent où est leur intérêt. Eh ben, apparemment, ça a marché. Le reste, eh bien, écoutez, les enquêtes le diront. Il y a quand même beaucoup de choses qui font commentaires par rapport à ce qui se passe et par rapport aux prochaines élections européennes en Allemagne, en France ou ailleurs. À suivre très attentivement. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alerter les bébés, oui, la merveilleuse chanson de Jacques Higelin, Alerter les bébés, parce que nous allons parler justement d'une série extrêmement forte, une première série qui va commencer le 29 juin prochain, mais le premier épisode
eh bien, vous pourrez le voir le 19 mai si vous achetez, si vous abonnez à la série. Pierre Barnerias, bonjour. Pierre Barnerias, on ne vous présente pas, on vous connaît, vous êtes réalisateur, vous êtes documentariste, vous êtes propriétaire d'agences de presse, vous avez travaillé avec toutes les télévisions et les radios et la presse écrite aussi. Et puis, je me rappelle encore, et tout le monde se rappelle, vous aviez sorti Hold Up il y a quelques années, vous aviez été traité de tous les noms, complotiste, etc., etc. Vous avez même eu un procès où on vous a condamné à 500 € avec sursis, c'est ça ? En fait, je n'ai eu qu'une seule plainte pour diffamation à la suite du lynchage médiatique sur Hold Up, c'est la plainte de Karine Lacombe. Et donc sur les du docteur Karine Lacombe, et sur les 4 chefs d'inculpation, j'ai été blanchi sur 3, et le dernier c'était il y avait un petit hic, donc en première instance j'ai été condamné à 500 € d'amende avec sursis. Pour manque de prudence, parce que j'avais... Pourquoi ? Vous aviez dit quoi exactement ? Parce que j'avais montré pour preuve un tableau qui est réel. J'avais parlé des conflits d'intérêts de Karine Lacombe avec les labos pharmaceutiques. J'avais annoncé que Karine Lacombe avait 220 000 € de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, dont Gilead, qui était en course pour le vaccin. Tout à fait, oui. Et c'était pas des conflits d'intérêts, c'était des liens d'intérêts. Donc j'ai manqué de prudence. Donc pour cela, j'ai été condamné à 500 € d'amende avec sursis. J'ai fait appel parce que moi j'étais un peu révolté de cette condamnation que je trouvais complètement injuste. Et en appel, ils ont confirmé la sentence de première instance. Donc voilà, qui reste la même, c'est-à-dire 500 € d'amende avec sursis. Si Karine Lacombe veut répondre, elle peut répondre, mais nous savons que dans Heroes for Dogs, il y a eu un certain nombre de conflits d'intérêts que tout le monde peut vérifier. Mais là, et puis après, et surtout, nous avions reçu il y a un an, Pierre Barnerias, il y a un peu plus d'1 an, pour ce film bouleversant, ce documentaire bouleversant, Les Survivantes. Vous étiez venu d'ailleurs avec une des personnes qui avait effectivement participé à ce film. Et quoi, ces personnes justement victimes de pédocriminalité, il faut le dire, des histoires très fortes, bouleversantes, terribles, enfin il faut le dire, terribles. Et puis là, Pierre Barnerias, vous nous aviez annoncé que vous étiez sur un projet, ça fait des années que vous y travaillez, et je voudrais que nous racontiez un peu ce travail, ce que vous appelez, d'ailleurs, c'est notre petit secret. Pourquoi ce titre de général de la série, c'est notre petit secret? C'est quoi ce petit secret? Parce que dans plusieurs auditions, souvent, les enfants victimes racontaient que quand ils étaient face à leur violeur, ils disaient... Leur tortionnaire ou leur violeur, oui. C'est notre petit secret, tu n'en parles à personne, voilà. Donc, et c'est revenu 2 fois, en fait, sur des auditions, donc je me dis, ça c'est le titre, ça va être le titre de la série. Oui. Donc voilà, cette série, effectivement, on y arrive, enfin, parce que je l'avais commencé en 2011, et c'est vrai qu'elle aurait dû sortir en 2022, mais heureusement qu'il y a eu ce petit incident qui a fait que j'ai arrêté, j'ai pas pu sortir le premier numéro de cette série parce que il y avait des problèmes de peu importe d'autorisation et surtout il y avait des victimes qui avaient été très choquées de voir le film parce que moi je montre toujours le film avant diffusion aux victimes pour avoir leur assentiment et la veille de la diffusion je montre le premier volet, le premier épisode. C'est le premier volet que nous allons voir. Non, ça sera un autre volet. Ça sera un autre. C'est pas du tout. Donc j'ai dû changer un petit peu mon fusil d'épaule pour mettre celui-ci de côté en attendant. Pourquoi ? Parce que les gens avaient été très. Les gens avaient été, ils étaient pas prêts en fait. Je comprends. Ouais. Ils étaient pas prêts. Et elle me dit Pierre, je peux pas. C'est trop fort, c'est trop violent. Donc moi Bien sûr, j'ai fait marche arrière. Enfin, j'avais pas diffusé un film contre la vie même de ces victimes. Alors, Pierre Barnerias, c'est quoi la ligne rouge de ces 5 premiers épisodes? Il y en aura 10 en tout, effectivement, de 52 minutes chacun. Absolument. Avec des témoignages extrêmement forts de victimes, de maires, de journalistes, d'avocats, de politiciens, de juges. Et vous avez dit quelque part, nous dessinerons une nouvelle carte de la pédocriminalité de son organisation jusqu'au plus haut sommet. Oui, dans les réseaux. On va continuer l'enquête et ça sera dans la saison 2. Il y aura 2 volets, 52 minutes. Et là, on continue l'enquête sur Outreau. On va relancer également l'enquête sur Dutroux, sur Marc Dutroux. Enfin voilà, on continue de creuser en fait. Alors ça n'arrête pas. C'est notre petit secret, c'est juste pour défendre l'innocence, pour dire stop. On a un crime il faut que tout le monde s'empare de ce sujet. Les survivantes, la sortie des survivantes a été un impact énorme. André, énorme auprès du public et surtout auprès des victimes et qui enfin se sont sentis entendus.
et qui ont brisé le silence. On a reçu des dizaines de courriers, même lors des séances avec des survivantes. Il y a des personnes qui se sont levées, qui ont témoigné publiquement devant tout le monde. Donc ça a été un raz-de-marée. Et de voir vous avez fait la tournée de France dans les cinémas, etc. Non, on n'a pas forcément fait la tournée de France, puisque le film a très bien marché par lui-même. On a fait plus de 40 000 entrées, ce qui est quand même beaucoup pour un documentaire et pour un film avec une sensibilité aussi forte et aussi difficile. Et c'était un beau film, parce que le public s'en est emparé. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail, comme va le montrer cette série. On va montrer tous les dysfonctionnements en fait de l'appareil judiciaire, de ces différents acteurs qui vont du procureur aux enquêtes de police, aux juges des affaires familiales, aux juges des enfants, à l'aide sociale à l'enfance. Enfin voilà, on va faire un panel, on va faire le tour en fait, un tour d'horizon de la pédocriminalité en France et bien sûr à l'étranger concernant les réseaux. Voilà. Alors justement, et cette pédocriminalité, Pierre Barneyas, au bout de cette enquête, de ces années d'enquête que vous faites et de réalisation, elle est aussi importante que ça. On a l'impression que c'est presque le monstre du Loch Ness. On veut pas en parler. De temps en temps, justement, des choses sortent, que ce soit tel ou tel film américain, les vôtres, etc. Mais est-ce que c'est aussi vraiment terriblement, horriblement fondamental que cela? C'est capital. C'est capital, André. Je suis effrayé, même si je suis content d'entendre tous les retours que j'ai sur les films et même sur cette série par rapport à la bande-annonce qu'on a diffusée. Je pense que je ne pouvais pas imaginer, encore une fois, je ne pouvais pas imaginer l'impact des survivantes sur un public qui n'est pas un public ciblé. Hein. C'est des gens qui sont venus aussi par hasard pour essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce film. Donc, moi, je reste... j'aime pas dire ça, mais je suis persuadé que c'est au public maintenant, à la population, de prendre en charge cette thématique. Elle est capitale. Il s'agit de nos enfants. C'est une société qui prend pas soin de ses enfants. Et là, c'est pas une question de pas prendre soin. C'est que, à travers cette série, je vais montrer qu'il y a une corruption évidente, qu'il y a une manipulation, qu'il y a aussi un pourrissement moral de nos élites, enfin, de nos décideurs. Parce que les décisions vont tellement à l'encontre du bon sens qu'on est obligé de se poser le problème de la corruption structurelle. Tous ces acteurs de la protection de l'enfance, rappelons le budget de l'aide sociale à l'enfance, qui est l'enseignement de la l'ASE, oui. C'est 9 milliards quand même. 9 milliards, le budget de l'agriculture, je crois que c'est 13 milliards. Donc vous ne dites pas que tous les gens de l'ASE sont... Mais bien sûr que non, mais bien sûr que non, mais bien sûr. Nous, journalistes ou réalisateurs, on est là justement pour mettre un éclairage sur ce qui reste caché, ce qui reste que secret. C'est évident qu'il y a des médecins qui sont fabuleux, qui sont fantastiques. C'est évident qu'il y a des juges pour enfants qui sont extrêmement courageux. Mais bien sûr, moi je suis juste là à mon niveau de dire attention. Montrer la part d'ombre. Là, il y a la part d'ombre et qui est dans l'ombre depuis trop longtemps. Comment expliquez-vous que ce sujet n'est pas traité, ça commence à sortir et je m'en réjouis, n'est pas traité par les grands médias qui ont beaucoup de moyens. C'est que des petits journalistes ou des réalisateurs indépendants comme moi, comme Laurence Beneux, comme Karl, comme Pascal Justice, qui font le travail. Alors que c'est de loin l'injustice la plus criante, la plus affligeante et la plus révoltante. C'est la plus révoltante. Parce que c'est vrai que, comme disait le juge Durand, prendre au sérieux la parole de l'enfant, c'est accepter l'insoutenable. Un enfant qui se fait violer à l'âge de 4 ans, ou voire même un nourrisson, il n'y a pas pire. Regardez le procès que... Parce qu'il y a eu même des nourrissons. Mais bien sûr. Ouais. Oui, regardez le procès, vous disiez... En ce moment, on a un procès normalement qui devrait faire la une de toutes les télés. C'est le procès de Joël Le Squarnec. Joël Le Squarnec, chirurgien, qui a exercé à l'hôpital de Jonzac et qui se retrouve aujourd'hui avec 349 victimes, 299 parties civiles. 349 victimes. Oui, 299 parties civiles. C'est un procès qui est juste énorme, tentaculaire. Là, on a découvert qu'il y avait quand même, il a quelques complices. Il a eu
quelques complices au sein de l'hôpital Jean-Zac. On a un anesthésiste réanimateur qui a été condamné, qui avait déjà été condamné pour détention de matériel pédopornographique. Le fameux chirurgien Joël Le Squarnet qui avait été condamné en 2005 pour détention de matériel pornographique. Et c'est en 2017 où en fait il a écopé d'une première, enfin pas d'une sanction, mais il a été mis en examen pour viol parce qu'il est allé taquiner à la fois sa voisine de 5 ou 7 ans, je ne sais pas quel âge elle avait, et également des membres de sa famille. La moyenne d'âge de toutes ces victimes, c'est 11 ans. Et il faisait ça à l'hôpital. Dans son environnement professionnel. Et ce qui était intéressant aujourd'hui, alors encore une fois, tous les médecins ne sont pas des violeurs d'enfants, on est d'accord. On est tous d'accord, et vous l'avez dit d'ailleurs, Pierre Bernouilliens. Mais enfin, que cette chose se passe, et vous avez raison, elle ne fait pas la une des médias. Tous les jours, normalement, il devrait y avoir une dépêche là-dessus. Encore une fois, je reprends juste quelques explications pour qu'il y a quand même une vraie omerta des médias, même si aujourd'hui, je m'en réjouis encore. Ça y est, ça commence à sortir. France Info en parle, Le Figaro également en parle de ce fameux procès. Mais que dire encore de cet ancien journaliste qui vient d'être condamné à 20 ans de réclusion pour avoir violé et pour avoir martyrisé les filles de son ex-compagne. Oui, absolument. Il s'appelle Jean-Philippe, je me rappelle plus. Et qui affichait des idées très progressistes et très morales. Bien sûr, il travaillait. Voilà, et bon, ça, et puis moi j'ai découvert dernièrement, on vient d'annoncer, on a enterré le réalisateur Yves Boisset. Yves Boisset, qui était un grand réalisateur, qui était un journaliste également, qui était quelqu'un d'engagé, convaincu. Quand il raconte comment il a pu faire ce film, La femme flic, en partant de faits réels, c'est-à-dire une policière qu'il avait rencontrée, qui avait mis au jour tout un réseau de prostitution qui alimentait tous les notables qui étaient proches de la mairie de Lille. Cette policière, elle était accablée, parce qu'elle avait été mise de côté, on lui a demandé d'arrêter. Donc, il y a des freins qui sont énormes. Et ces freins énormes, c'est ça qui m'intéresse, moi. On va en parler, Pierre Bernouilliens, c'est justement avec vous et avec cette série extrêmement forte. À tout de suite, on en continue d'en parler. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ne pas attendre pour protéger les enfants. Moi, je suis juge des enfants. La protection des enfants n'attend pas. Quand un enfant est en danger, il doit être protégé. Un enfant qui, dans la terreur, fait des dessins, pleure, crie, hurle quand il voit son père. Donc il y a des signes physiques, voilà, des signes psychiques. En plus, quand on se rajoute les signes cliniques, les fissures anales ou l'infection urinaire. Le tabou n'est pas l'inceste lui-même, mais l'interdire. Parce qu'il est plus commode de faire alliance avec l'agresseur qu'avec les victimes. La tentation pour la société est toujours de se voiler la face, pas de regarder en face cette réalité, et surtout de mieux s'armer pour prévenir ces violences, lutter contre l'impunité des agresseurs. Un extrait de la bande-annonce de Notre Petit Secret, cette série de 5 épisodes, 10 en tout, mais la première saison, 5 épisodes de 52 minutes chacun, et qui va être bouleversant, qui est bouleversant. Je rappelle encore une fois que Pierre Bernouilliens, que la bande-annonce, le premier épisode, flagrant délit d'injustice, donc sera montré le 29 mai, c'est bien prochain, là, dans quelques jours, pour ceux qui ont... alors, comment d'abord on peut s'abonner à acheter la série? Expliquez-nous, juste avant de reprendre. La série, pour l'instant, c'est sur ma plateforme, citizen-v.com. Citizen-V, V comme la lettre V. La lettre V comme vérité, comme voilà. Citizen-V.com et surtout, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver un diffuseur télé. Je suis en contact, là, je rentre du marché international de Cannes, et j'avoue que j'ai vraiment été très très agréablement surpris, à la fois de la réception de cette série, mais aussi des survivantes. Donc je suis relativement confiant. J'espère trouver peut-être à la rentrée un diffuseur télé. Pour l'instant, on va la sortir sur la plateforme. Mais parce que voilà, encore une fois, c'est un sujet qui nous... mais c'est un sujet qui nous concerne tous. Et dont le public doit s'emparer de ce sujet. Il est capital, ce sujet.
Parce qu'effectivement, on va le montrer quand on va parler des réseaux, ça monte haut, ça monte très très haut. Alors, justement, parlons de cette série. De quoi s'agit-il, enfin, de qui s'agit-il et comment vous avez choisi vos histoires? Les histoires, j'ai essayé de voir les différentes catégories d'histoires qu'on peut mettre bout à bout. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va montrer dans les 2 premiers épisodes des flagrants délits d'injustice, mais criants, et qui. Par exemple, vous pouvez nous raconter? Oui, le premier épisode, l'affaire remonte à 93. Inceste, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle constate que son fils revient de chez son père avec des fissures anales, avec des choses vraiment graves. Elle fait montrer son enfant de 4 ans à un médecin qui fait un signalement. Il y aura en tout 12 signalements pour la faire courte. Le père, qui est un homme d'affaires extrêmement riche et très puissant en France, ne sera jamais inquiété. Il n'y aura jamais de plainte. Il y aura une plainte, mais qui sera classée sans suite automatiquement, comme 80% des plaintes qui sont classées sans suite quand vous avez des viols sur mineurs. Donc 80%, attendez, vous dites 80%. 80%. Des viols sur mineurs, 80% des plaintes contre viols sur mineurs sont classées sans suite. Absolument. Absolument. Non, statistiques officielles. Mais oui, mais c'est énorme, Pierre Barnet. Écoutez le juge de rang, c'est 80% de plaintes sont classées sans suite. Et donc, oui, sur une année, il y a peut-être 1000 condamnations. Si je reprends les chiffres du juge de rang, c'est rien. C'est rien. Et pour revenir à cette histoire, qui remonte à 94, encore une fois. Il y a 30 ans, ouais. Il y a 30 ans, donc, elle porte plainte, des médecins se saisissent, il y a 14 signalements de médecins pour montrer qu'il y a un vrai problème. Le juge classe l'affaire et donne la garde au père. C'est-à-dire qu'on renvoie l'enfant à son agresseur. Et aujourd'hui, l'enfant, il a 30 ans. Il a du mal à parler, il a encore peur de son père, qui apparemment, aujourd'hui, lui verse pas mal d'argent. Intéressant, non ? Lui, il ne parle pas, l'enfant, l'enfant qui a 34 ans maintenant. Ouais, il a 34 ans et aujourd'hui, voilà, cet enfant, il est brisé à vie. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que un viol d'enfant, l'enfant, il prend perpète. Surtout s'il n'est pas encadré, surtout s'il n'y a pas de système de soins. Et c'est ce qu'on va décortiquer, en fait, tous les aléas et tout ce que l'enfant rencontre au cours de sa vie, avec d'abord les injustices, la non prise en compte de sa parole. L'enfant n'est pas entendu. L'enfant n'est pas entendu. On fait davantage confiance à l'agresseur qu'à l'agressé. C'est fou, quoi. Donc, et on parle d'enfant, on parle d'innocence. Oui, donc c'est pas rien. Donc on va progressivement dans la série, on va d'abord montrer toutes ces incohérences, tous ces dysfonctionnements judiciaires. Et quand vous avez autant de dysfonctionnements, vous êtes obligé de vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une corruption structurelle ? Parce que c'est ce qu'on montre, enfin c'est la question que l'on pose. Après, on va s'intéresser aux médecins. C'est intéressant, les médecins. Ouais. Ils sont juges et parties. Juges, pourquoi ? Parce que quand il y a une agression, c'est eux qui constatent. Et quand il faut aller valider la plainte ou la parole de l'enfant ou de la personne, c'est eux également qui disent bon, c'est douteux. C'est douteux, voilà. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate avec cette affaire Le Squarneck ? C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un chirurgien, 300 plaintes. Avant de venir ici dans ce studio, j'ai appelé ma consoeur Laurence Beneux, qui travaille depuis 25 ans sur cette thématique. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu ressens à travers ce procès ? Est-ce que pour toi, c'est quand même le procès du siècle ou pas ? Elle me dit non. Moi, ce que je constate, et ce procès valide ce que je pense depuis toujours, c'est quand vous avez un pédocriminel qui est poursuivi par 3 ou 4 parties civiles, ça veut dire que derrière, il y en a au moins minimum une centaine. Minimum une centaine. Il faut savoir. Une centaine. Vous voulez dire que ce criminel... ce criminel, il a déjà 300 plaintes. Sauf que le parquet vient de relancer l'enquête. Pourquoi ? Parce que lors de son audition, il a quand même dit qu'il n'avait pas tout noté sur son carnet. Parce que vous savez pourquoi il y a eu 300 plaintes. C'est pas parce que c'est pas parce que les policiers tout d'un coup se sont mis à faire une superbe enquête et à se déchaîner. Non, c'est parce que lors de
lors de cette première de ce viol qui a été où les parents ont porté plainte, les juges sont allés faire une perquisition et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé chez lui? Ils ont retrouvé un petit carnet dans lequel il notait tous ses viols. Et il le dit lui-même. Oui, lui-même notait ses viols. Il notait lui-même ses viols. Il notait lui-même ses viols. Il y avait des vidéos, il y avait des films. Et c'est pour ça qu'il a ensuite, les enquêteurs sont allés chercher toutes les victimes. Et Joël Le Squarnec le dit. Je suis un pervers, je suis un pédophile, j'assume complètement. Donc, vous avez un chirurgien. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le volet 1 de ma série, que je n'ai pas pu diffuser, il mettait en cause également un chirurgien, qui lui avait également tout son réseau de médecins. Parce que c'est facile, un chirurgien qui travaille avec un anesthésiste. Parce que les enfants, une solidarité de groupe, quoi. C'est pas seulement une solidarité de groupe, c'est une complicité. C'est-à-dire que quand vous avez un anesthésiste, il anesthésie l'enfant, et puis après vous pouvez le violer. Enfin, on entend, c'est pas entendable. C'est pas entendable. C'est pour ça qu'il faut que ça se sache encore une fois. C'est-à-dire que le dossier est tellement lourd, et encore une fois, merci à la presse de s'intéresser à ce sujet. Mais pas seulement, là j'ai vu dernièrement qu'Arte avait diffusé un beau documentaire bien fait, Pédocriminels la traque. Oui, c'est des pédocriminels qui vont violer des enfants par Internet en se mettant en contact à Madagascar. Très bien, mais c'est des gens isolés, quoi. Là, à travers cette série, c'est un système qu'on va essayer de démonter. Enfin, démonter, on va essayer de pas le démonter. Moi, je suis pas là pour démontrer, je suis juste là pour montrer. Quand même, on va essayer de décrypter, mais de décrypter avec des témoignages. Et ce qui m'intéresse à chaque fois dans le documentaire, c'est de rendre hommage à notre humanité. Et dans ce documentaire, vraiment, j'ai rencontré des gens, mais j'ai pas de mots pour dire à quel point je suis admiratif à la fois de leur volonté, de leur courage, de leur pugnacité, parce que quand vous vous retrouvez seul à être poursuivi 3 à 4 fois par le juge aux affaires familiales, par le juge des enfants, par le procureur, notamment... Il faut avoir la colonne vertébrale pour tenir face aux autorités. On va continuer à en parler, Pierre Barnerias, après cette petite pause. C'est absolument fondamental, c'est vrai, et que vous montrez et que nous transmettons, c'est très important. On ne peut pas faire comme si, encore une fois, fermer les yeux, les oreilles, je le dis toujours, le réel frappe à la porte, vous aurez beau boucher vos yeux et vos oreilles, surtout, fermez portes et fenêtres, et bien à un moment donné, il enfonce la porte. Et c'est une bonne chose. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Pierre Barnerias, le réalisateur, l'auteur, l'homme de presse pour cette série bouleversante. Notre petit secret. La première sortira le 29 mai. Et toute la série à partir du 28 juin, c'est une première série de 5 épisodes, je rappelle, il y en aura 10. Mais justement, toutes ces histoires dont vous parlez, Pierre Barnerias, ces flagrants délits, ces viols en médecins organisés, justement, dites-moi, il y a je n'aime pas en non-dit, mais en sous-titre, en fil rouge aussi, le Conseil de l'ordre des médecins. Quel rôle a-t-il joué, en tout cas, en partie dans cette histoire? C'est la question auquel le Conseil de l'ordre doit répondre aujourd'hui à Vannes, lors du procès Joël Le Squarnec, puisque c'est la question. Comment le Conseil de l'ordre a-t-il pu laisser faire ce prédateur? Enfin, qui, je le rappelle, il y a 300 victimes. 300 victimes. 300 parties civiles. Donc oui, il faut savoir que si vous lisez le rapport de la Cour des comptes de 2019 sur le Conseil de l'ordre, il est pas tendre. Il montre que des cas graves de manquement dans les affaires à caractère sexuel. Ils l'ont dit dans le rapport de la Cour des comptes. Ah mais bien sûr, absence de système d'alerte. Je vais juste vous lire, j'ai pris quelques notes. Ça sort des exemples concrets de dysfonctionnement. Un gynécologue parisien couvert par l'ordre. Première plainte en 1988. Radiation en 2013. L'ordre a été 2013, oui. L'ordre a été condamné à 3 000 € pour avoir couvert ses agissements. Première plainte 1998, radiation 2013, c'est juste. Médecin du centre de la France, condamné dans les années 2000, poursuivi par l'ordre seulement en 2016, après une récidive connue en 2015. Docteur X à Cayenne, condamné en 2014 pour agression sexuelle sur mineur, poursuivi disciplinairement 3 ans plus tard. Vous vous rendez compte le délai qu'il y a? C'est-à-dire que
le Conseil de l'ordre, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son rôle? Et quand vous avez que, pour traiter ce genre de dossier, vous n'avez pas des pédopsychiatres, mais vous avez plutôt, je sais pas, des cardiologues ou d'autres qui n'ont rien à voir avec Oui, on peut se poser vraiment la question, et en tout cas c'est très important. Je crois que nous avons On a un auditeur en ligne, Pascal, qui appelle de Clermont-Ferrand. Oui, bonjour Pascal. Bonjour André, bonjour Pierre. Je voudrais vous dire à quel point je suis admiratif parce que vous avez le courage de dénoncer et de vous frotter à ce terrible fléau. Et quand je dis terrible fléau, je sais ce qu'il en est puisque j'en ai souffert quand j'étais petit. Et voilà, je suis tellement admiratif de voir que vous avez ce courage-là. Voilà, je voulais vous le dire. Et c'est un peu pour ça que j'appelais, principalement. Maintenant, mon expérience, c'est ma vie, ma foi. Je ne vais pas m'étendre sur ma vie, ça n'a pas grand intérêt. Mais c'est quelque chose de terrible, parce que quand on fait du mal à un enfant, on ne fait pas du mal à un seul enfant, on fait du mal à l'ensemble de l'humanité. C'est tous les enfants qui souffrent, tous les enfants souffrent. Et c'est terrible, cette omerta qu'il y a autour de tout ça. Personne ne va en parler, il ne faut pas en parler, mais dans les familles, c'est quelque chose de terrible. On n'a pas à imaginer. Alors bravo, en tout cas. Bravo. Merci Pascal, vous avez tout à fait raison. En tout cas, tout est fait, et il faut aujourd'hui qu'un certain nombre de gens, comme le fait Pierre Barnerias, comme le font aussi des Carl Zéro et beaucoup d'autres, en tout cas, en parlent de façon forte. Nous avons aussi, je crois, Maud, nous avons Patricia qui appelle de Marais, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, bonjour Patricia. Bonjour, je vous appelle parce que nous sommes en soutien auprès d'une maman qui s'appelle Cindy, de son prénom, de Châtenay-Malabry. Oui. Châtenay-Malabry, dont la petite fille a été violée l'année dernière, en février 2024, dans un centre de loisirs maternels. Ce n'est pas un cas isolé, puisque deux autres enfants ont été également agressés, et les parents avaient également porté plainte. Oui. Et donc le procureur de Nanterre a classé sans suite pour preuve de manque de preuves suffisantes, alors que la petite fille avait reconnu son agresseur. Et depuis, c'est un parcours de combattant pour cette maman qui a appris au mois de juillet l'année dernière que sa plainte était classée sans suite, ainsi que toutes les autres plaintes, par une communication du maire sur le fil consacré aux habitants de Châtenay-Malabry. Donc elle n'a même pas été avisée. Elle-même, oui, elle a pris ça par le fil officiel du maire, de la mairie. Quoi. Voilà, exactement. Et donc ensuite, elle s'est trouvée, alors devant cet état de fait, vous imaginez bien les parents dans quel état ils se trouvaient. Donc ils apprennent ça par les réseaux, on va dire, par le réseau de la mairie. Oui, d'accord. Et donc elle décide de ne pas en rester là. Et pour le coup, elle s'est trouvée harcelée par les services sociaux. Elle a été convoquée. Par les services sociaux de la mairie, c'est ça? Oui, par les services sociaux. Oui. Et donc elle est comparue en juillet de cette année. Elle a comparu devant le juge des enfants, parce qu'en fait, il faut savoir que les services... On vous entend mal, Patricia, là. Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, ça va mieux, là. Oui. Voilà. Allez-y, parce que je voudrais que Pierre Barnerias vous réponde aussi. Oui. Oui, et donc, il se trouve que le signalement a été fait par l'hôpital lui-même. D'ailleurs, elle a porté plainte auprès du Conseil de l'ordre des médecins. Elle a pu être entendue au mois de février. D'accord. Et donc, elle persiste dans sa plainte parce qu'elle a pu être assistée par son avocat, et qui est très courageuse parce qu'elle a organisé plusieurs marches blanches pour dénoncer ce qui se passait.
Elle attend le résultat du Conseil de l'ordre qui doit en référer en Conseil ordinal. Et donc les collectifs de soutien ont adressé des lettres aux ministres, aux députés, etc. Ce qui fait que l'affaire a été transférée au procureur de Versailles. Procureur général dont dépend le procureur de Nanterre. Donc depuis le mois de janvier où on a été avisé qu'il y avait une contestation du classement sans suite, on attend toujours la réponse du procureur. Et lorsque j'ai appelé il y a à peu près maintenant un mois, le service, on m'a dit que ça allait être long, qu'il fallait que le parquet de Nanterre renvoie le dossier. Et donc, on a tous les éléments pour montrer que le parquet de Nanterre a fait opposition. Et donc, voilà, on se trouve dans une situation où on essaie de défendre cette maman et on espère, et on appelle, on fait appel à Pierre Barnerias pour essayer d'aider cette maman qui est... Merci Patricia. Non, bien vu, vous avez vu que et c'est terrible, ça n'enlève rien, que des cas durent pendant 10 ans, 15 ans avant qu'on puisse, c'est terrifiant ça. Pierre, c'est encore ce que dit Patricia, ça illustre... C'est la mécanique, ça illustre parfaitement ce que l'on montre, c'est-à-dire que il faut faire attention. En plus de ça, moi, je suis relativement inquiet pour cette petite, pour cette gamine, parce que il y a des forts risques que son enfant soit retiré de la famille et soit placé dans les services de l'aide sociale à l'enfance. C'est ce qui se passe normalement. Donc il faut être prudent, mais c'est. Attendez, pourquoi? Puisque c'est cette mère qui se bat pour. Oui, mais après on va dire que la mère n'est plus capable, à même si jamais par exemple elle vit seule. Enfin, il va y avoir c'est des cas que j'ai pu vérifier sur place. On va retirer, on va soi-disant essayer de vouloir protéger l'enfant. Lui donner un cadre plus sécuritaire, et après c'est comme ça que notamment dans l'un de mes sujets, l'une des victimes, qui est un père de famille, ce qui est très très rare, ne voit plus ses enfants depuis 14 ans quand même. On va en parler, cette histoire terrifiante. Là, vous en parlez, ça s'appelle l'État prédateur. L'État prédateur. Justement, c'est l'épisode 5. On va en parler juste après cette petite pause, et 0826 300 300 pour ceux et celles, bien sûr, qui veulent intervenir sur ce sujet qui est quand même, encore une fois, il faut le dire, parce que cela fait des décennies et plus que ça existe, et que on continue encore de faire comme si c'était une petite chose, comme si c'était un fait divers. C'est pas un fait divers, c'est un fait d'horreur. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. C'est notre petit secret, c'est notre horrible petit secret. La pédocriminalité, Pierre Barnerias, après Les Survivantes, vous sortez justement les 5 premiers épisodes de cette série sur cette espèce de gouffre sans fond, quoi, plus que la part d'ombre, l'ombre vraiment, le mal, quoi. Et justement, dans l'épisode 5, je voudrais que vous racontiez le combat d'un père qui s'appelle Ziad Ali Haydari, dit Ziad Ali. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Avec lui, ce qui est rare, et c'est pour ça que je tiens à montrer qu'il y a aussi, mais c'est beaucoup plus rare, des parents protecteurs, notamment des pères protecteurs. Lui, c'est un artiste peintre, fonctionnaire du ministère de la Culture, sans aucune histoire, sans problème, il a enseigné. Et il se marie avec une jeune femme, une jeune Iranienne, qui, je pense, est un mariage plus ou moins douteux, parce qu'elle, ce qui l'intéressait, c'était plus la carte de séjour et la naturalisation. Et il se rend très vite compte que ça va pas du tout. Le couple, au bout d'1 an, il y a des crises d'hystérie. Elle fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, et donc il divorce. Il demande le divorce à 2 reprises. Elle, par compassion, il essaye il continue quand même la relation, naîtra 2 enfants, et la troisième crise d'hystérie, c'est définitif, donc il demande vraiment le divorce. Et là, à ce moment-là, tout dérape. L'avocate de la jeune maman, choisie par les services sociaux, et qui est également l'avocate de l'ASE,
de l'aide sociale à l'enfance. Ça se passe où, ça? Ça se passe pas très loin d'ici, à Saint-Germain-en-Laye. D'accord. L'avocate de l'ASE, c'est la jeune femme va porter plainte contre Zia pour viol. C'est grave, pour viol sur elle et viol sur ses enfants. Donc il y a et viol sur ses enfants. Et viol sur ses enfants. Donc inceste, elle charge, quoi. Elle voilà, charge, elle charge. L'enquête de la brigade des mineurs débarque. Le jour fait son enquête. Les enfants sont auditionnés. Après, le lendemain, les enquêteurs repartent en laissant la garde au père. Le lendemain, la jeune maman revient avec une valise, prend les 2 enfants et les place dans le foyer de l'aide sociale à l'enfance de Chanteloup-les-Vignes. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 1 an, il y a eu cette fameuse enquête pour savoir s'il y a eu bien viol, et à la fois sur elle et sur... Non seulement ça a été classé sans suite, mais il y a eu un non-lieu définitif. C'était juste en disant que c'est totalement faux. C'est totalement inventé. C'est totalement inventé. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe 15 ans plus tard? Les enfants, alors que le juge des enfants, et c'est pour ça que je tenais à ce que cette histoire, parce que normalement c'est pas du tout le cas. Le juge des enfants, cette fois-ci, demande à ce que les enfants aillent chez son père. Parce qu'il a il a tout pour les accueillir. Il a une situation stable. C'est un enseignant irréprochable. Il y a eu une enquête. Donc le juge des enfants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un juge des affaires familiales qui dit non, il lui envoie des papiers en disant très bien, on va faire la résidence chez le père. Et quand il reçoit la motivation du juge, il écrit noir sur blanc, Monsieur Ziad Edari finalement a renoncé à ses prérogatives sur les enfants et veut que ses enfants soient placés. Actuellement, ce juge est poursuivi. Il a inventé un faux. Oui, il a inventé un faux et poursuivi par ce modeste peintre artiste. Il est poursuivi pour faux en écriture faux. Et ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que le personnage est intéressant. Aujourd'hui, Ziad Edari, il a 5 juges d'instruction qui travaillent pour lui. Il a gagné tous ses procès. Il a été assommé par des dizaines de procès de l'ASE, du département, des procureurs. Il a gagné tous ses procès. Et là, aujourd'hui, il a 5 juges d'instruction qui travaillent pour lui. Il a mis en examen un juge des enfants, un juge des affaires familiales, l'ASE, et un quatrième, les 2 autres, je les ai plus en tête, et il a gagné contre un avocat, justement l'avocat de l'aide sociale à l'enfance. Seul contre tous. Et il se sent aujourd'hui quasiment investi d'une mission, parce qu'il faut que ce système tombe. Le système de l'aide sociale à l'enfance n'a aucun contradicteur. N'a aucun contrôle. Il n'y a pas de contrôle. C'est un bateau ivre. Il y a un bateau ivre qui pèse 9 milliards d'euros. Une fois tous les 5 ans. On avait fait un sujet sur l'aide sociale à l'enfance. Il y a vraiment des trous dans la raquette, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais regardez les chiffres. Là, il y a eu un rapport de l'Assemblée nationale en avril 2024. C'est récent, hein? Oui, il y a un an. Voilà ce que dit ce rapport. 70% des jeunes de l'ASE quittent le dispositif sans diplôme. Ceux qui travaillent occupent des emplois précaires et peu qualifiés. 64% des jeunes concernés se trouvaient sans aucune prise en charge en 2020 et 45% des jeunes de 18 à 25 ans sans domicile fixe sont d'anciens membres de l'aide sociale à l'enfance. Donc oui, là, il faut revoir ce système. Et Claude, peut-être vous l'avez déjà reçu sur cette antenne, Claude Ardit vient de sortir un livre qui s'appelle La Fabrique du malheur. Moi, je pense que si j'avais sorti 1/10 des informations qu'il sort, ça y est, j'aurais été placardé là, en me traitant de tous les noms de complotistes et autres. Donc ça commence à bouger, ça commence à sortir, et tant mieux. C'est ça que je voulais dire. Mais Pierre Barnerias, au fond, ce que vous tirez, vous en avez un peu parlé. D'abord, je voudrais qu'on rappelle, si nos auditeurs ou tous les autres veulent aller vers votre plateforme et s'enquérir et de voir votre série, je rappelez donc Citizen, c'est la plateforme, c'est Citizen-v.com. Et on a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle C'est notre petit secret, cnps-lasérie.com, et surtout abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on va commencer à l'alimenter en énormément d'informations, parce que depuis quasiment 14 ans aujourd'hui, avec ma consoeur Laurence Beneux, on a accumulé un nombre d'entretiens, de reportages
qu'on va diffuser en même temps gratuitement sur cette chaîne. Sur cette chaîne-là. Sur cette chaîne-là. C'est notre petit secret. Très bien. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est au public maintenant de se saisir de ce dossier. Les journalistes commencent à s'y mettre, tant mieux. Je me réjouis. Le public, il faut bouger également. Sachez juste, et j'en finirai, l'inceste, c'est 11% de la population française qui est concernée. Juste, ce qui est énorme. Juste pour l'inceste. C'est pour ça que c'est le sujet. Il n'y a pas d'autre sujet. C'est le sujet principal aujourd'hui. Et en fait, ce qui est aussi le sujet principal, enfin je dirais pas principal aussi, c'est le courage de ces gens qui vont témoigner et qui vont se battre. Pour moi, c'est un contre des géants, quoi. Et cette série leur rend hommage. Cette série, pour moi, c'est un souffle de vie à travers leur humanité, à travers leur combat, à travers leur force, à travers leur pugnacité. Ils ne lâchent rien. Elles ne lâchent rien. Ce sont des lionnes. Et à travers l'innommable, à travers l'impensable, on va redécouvrir des raisons d'espérer. Et c'est ça qui me touche. Parce que là, il faut bien savoir que l'enjeu, c'est l'innocence. Là, on est en train de violer des innocents. Les innocents sont vraiment en danger. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre échelle? C'est ce que nous aussi, qu'est-ce qu'on fait à notre échelle? On fait ce qu'on doit faire, en tout cas. Merci. À chacun son niveau. L'espoir au-delà du désespoir. Merci Pierre Barnerias. Merci André, merci beaucoup.